Bonjour, je me présente, je m'appelle Devika Singh et je fais partie, comme Zaya l'a mentionné, du collectif, donc en langue française bien sûr, Globalisation, Art et Prospective, qui est dirigé par Zaya Rahmani. C'est un grand plaisir pour moi de modérer cette session et de présenter Tiffaine Samoyo et Anne Lafont. Je ne vais pas reprendre les biographies et les résumés que vous pouvez trouver dans votre programme, mais permettez-moi de mentionner, de souligner le fait que Tiffaine Samoyo a contribué dès le tout début de sa carrière à un très grand nombre de revues, notamment bien sûr la Quinzaine littéraire et aujourd'hui En attendant Nado qu'elle co-dirige, mais aussi Poésie et beaucoup de revues aujourd'hui défuntes. Quant à Anne Lafont, elle fut longtemps la rédactrice en chef de la revue Perspective, ici à l'INHA. Je pense que c'est très symbolique que la première communication de notre session, donc de Tiffaine Samoyo, qui ouvre donc ce colloque, prenne pour objet, comme vous allez l'entendre, une revue qui se voulait internationale, une revue qui voulait véritablement modifier l'espace public par la littérature, et je parle de la revue internationale. Cette revue est en fait doublement symbolique dans la mesure où elle expose, par son caractère éphémère, les difficultés rencontrées dans un tel projet international, ce qui pose pour nous, en fait, a fortiori, la question du local. Est-ce qu'une revue est toujours, de fait, ancrée dans un lieu circonscrit d'où elle conçoit sa relation au monde? Et peut-on, autre question, transposer ces enjeux dans un autre local? Après cette communication, ce sera au tour d'Anne Lafont de nous présenter une généalogie de notre analyse des revues ici à l'INHA, de nous rappeler en fait quelque part pourquoi nous sommes réunis ici, ce qui a rendu en fait possible la mise en commun de nos ressources, de nos questions, en présentant en fait un recentrement sur la discipline de l'histoire de l'art et sur une institution, l'INHA. Mais vous l'aurez compris, il s'agit évidemment d'envisager l'histoire de l'art comme une discipline ouverte, en mutation, qui hérite, je le souligne, de l'histoire du colonialisme, mais est aussi un espace d'expression multilingue, décentré et collectif. Je reprends ici les mots de Zaya. Et donc forcément, car nous le savons ici, cette approche ne va pas de soi, une histoire de l'art marginale, en lutte, tout comme en fait les revues dont nous allons discuter. Je passe maintenant la parole à Tiffaine Samoyo. Merci beaucoup. Donc, moi, je commencerai aussi par remercier Zaya Rahmani et Florence Duchemin-Pelletier pour leur invitation, pour leur accueil aussi. Et redire, donc, après Devika Singh, qu'en effet, l'investissement existentiel, réflexif, créatif dans les revues est quelque chose qui m'est cher et c'est pourquoi Zaya m'a demandé d'ouvrir ces colloques par des remarques un petit peu générales sur ce qu'est une revue. Je m'appuierai en particulier sur une revue que je connais bien, qui est la Revue internationale, mais qui est un objet un peu paradoxal dans le cadre de ce colloque, puisque ça reste un objet européen, même s'il s'est voulu international et donc ouvert sur le non-européen. Mais il me semble que les difficultés que cette revue a rencontrées, en particulier les problèmes de traduction, sont des enjeux forts pour les problématiques de ce colloque. Donc je commencerai en évoquant la revue comme espace public et en posant que toute création de revue répond à la volonté d'inventer un espace public au sens de la philosophie politique, c'est-à-dire un lieu de débat qui imagine des formes de dialogue et des modes de circulation des points de vue. Elle se veut le plus souvent un espace public du refus et non du consensus, et un espace d'autonomisation par rapport au pouvoir ou par rapport à un certain nombre d'hégémonies culturelles, politiques ou discursives. Ce qui me semble, ce colloque va s'employer à illustrer en racontant toutes ces aventures magnifiques et précaires sur tous les continents et dans le cadre d'expériences multiples d'émancipation. Toute création de revue répond aussi à la volonté d'inventer un espace public qui soit un espace de lutte pour l'autonomie, pour une autre relation des sujets aux politiques,
pour une autre relation des sujets au discours aussi, pour une réflexion chaque fois singulière d'un rapport entre médium et expression, entre médium et langage. Toute création de revue répond à la volonté d'inventer un espace public pleinement inscrit dans un temps, un espace en relation, à la recherche de l'autonomie dans l'échange, ce qui aussi peut être un paradoxe. Il est le plus souvent alternatif, marginal, contestataire, tant son canal, son médium justement, est lourd collectivement, matériellement et fragile. Il est donc de la destinée des revues comme des êtres, mais plus rapidement qu'eux la plupart du temps, de disparaître. Alors les menaces qui pèsent sur la revue, on va revenir dessus, sont évidemment les difficultés relationnelles, les problèmes économiques, l'absence d'écoute, la récupération par le pouvoir et la volonté d'hégémonie parfois. Ces problèmes font donc d'un espace de lutte un espace en lutte, car comme tout espace public, la revue active le conflit. Toute création de revue répond à la volonté d'inventer un espace public qui donne un sens neuf au collectif. Qu'elle soit fondée sur l'amitié, la génération, la communauté de pensée ou le sens de l'expérimentation, elle se propose de redéfinir utopiquement la collectivité. Et même si la proposition ne touche pas ou touche rarement la société tout entière, même si elle se révèle temporaire, elle lui offre un miroir oblique ou anamorphique pour se penser. Et en ce sens, la revue est toujours politique. Enfin, toute création de revue répond à la volonté d'inventer un espace public qui soit un espace de communication pluridimensionnel. Si le développement récent des revues sur Internet multiplie ces occasions de pluridimensionnalité, ce dont moi j'ai pu me rendre compte personnellement en passant de la rédaction d'une revue papier à une revue en ligne, toutes les revues ont cherché à se connecter aux autres médias publics et à sortir d'elles-mêmes pour dialoguer ou croiser le fer avec un espace public plus large. En ce sens, la revue témoigne aussi du désir d'ouverture et d'intervention des écrivains, des artistes, de ce qu'on pourrait appeler leur devenir intellectuel. Alors, je voudrais faire une parenthèse ici qui rentrera en dialogue avec une remarque de Zaya tout à l'heure. Il apparaît peut-être à beaucoup que la revue papier relève d'une forme de culture matérielle d'autant plus fascinante qu'elle serait en voie d'extinction. La fabrication, la maquette, la typographie, l'impression, l'artisanat. Alors, je voudrais dire que faire une revue en ligne mobilise aussi des investissements matériels, techniques et artisanaux. Certes, on n'en vérifie pas la matérialité dans ses mains, on ne l'expose pas dans des vitrines, mais la variété des supports sur lesquels elle est lue, je connais même des gens qui impriment les revues en ligne, tout comme le travail de mise en œuvre ou de mise en page qu'elle implique, l'inscrivent dans une histoire commune. Je pense qu'on n'a pas forcément intérêt à distinguer toujours, en tout cas intellectuellement, revue papier et revue en ligne. Selon moi, la vraie opposition qui se fait jour aujourd'hui n'est pas entre une revue papier et une revue en ligne, mais entre une revue attachée à faire vivre un espace public critique et une revue qui s'inscrit dans le mirage de l'opinion, dont Internet multiplie en effet l'occasion. Mais c'est donc d'une revue papier, encore qu'elle soit restée majoritairement virtuelle, que je voudrais partir pour présenter de façon plus générale les difficultés, les impasses et les conflits auxquels s'exposent les collectifs revuistes. Avec l'exemple donc de l'éphémère Revue internationale, créée au tout début des années 60 par des intellectuels européens. L'objet de mon intervention est d'exposer les enjeux des différentes luttes qu'affrontent et auxquelles sont confrontées les revues. Alors, l'histoire de la revue internationale est bien connue. Elle a été racontée une première fois en France dans le numéro 11 de la revue Ligne, dans un dossier important coordonné par Michel Surya dès 1990. Donc. En Italie, elle a fait l'objet d'une importante étude d'Anna Panicali en 2003 et d'un nouveau livre récent de 2017, plus large puisqu'il inclut la revue internationale dans le projet global de la revue Il Menabo de Silvia Cavalli en 2017. Les archives sont très importantes. Il y a des centaines de lettres échangées dans différentes langues entre les différents intervenants, les différents acteurs. Une part d'entre elles sont conservées à l'IMEC.
une autre partie aux archives de Francfort, de la maison d'édition Suhrkamp, et une autre partie dans le fonds Gulliver des archives de la maison italienne Einaudi. Pourtant, la revue n'a connu qu'un seul numéro, le numéro 0, publié en Italie en 1964, sous le titre « Qui se voulait provisoire » de Gulliver, una rivista internazionale. Mais ce sont les principes qui ont présidé à sa création qui m'intéressent, en tant qu'il visait à constituer un groupe uni non par l'appartenance à un même lieu, même langue, même pensée politique, même conception esthétique, mais uni par l'expérience de la séparation. Il s'agissait de faire sortir de la solitude des écrivains qui resteraient pourtant séparés, mais unis dans l'idée qu'une revue ne vise pas à tourner la littérature vers l'espace public, mais à modifier l'espace public par la littérature. C'est le propos des premières lettres de Maurice Blanchot à ses interlocuteurs en France et à l'étranger, auprès de Sartre, qu'il contacte en premier, parce qu'il place bien sûr cette action dans la continuité du manifeste des 121 pour le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal que Blanchot s'adresse à Sartre en premier, parce que une des motivations de la revue internationale, c'est de proposer une alternative à l'engagement sartrien. Mais bon, il s'adresse néanmoins à Sartre en lui disant que c'est la réflexion sur la continuité du manifeste, le manifeste des 121, et il insiste sur la dimension à la fois totale et globale de la critique. Bon, Sartre finalement va décliner la proposition. À Richard Seaver aux États-Unis, ah non, je ne veux pas montrer ça. Donc il s'adresse à des Russes, des Polonais, des Américains du Nord, des Américains du Sud. Il dit donc à Richard Seaver qu'il s'agit d'approfondir un changement des temps en créant les conditions d'une communication par-delà les frontières, qui puisse s'étendre aussi évidemment au-delà de l'Europe. Donc il s'adresse aussi aux Britanniques par le biais d'Iris Murdoch et aux Nord-Américains, mais finalement c'est un comité tripartite qui se constitue d'abord, rassemblant donc en France des auteurs comme Robert Antel, Maurice Blanchot, Marguerite Duras, Michel Butor, Louis-René Desforêts. En Italie, Calvino, Vittorini, Moravia, Pasolini un peu plus tard. En Allemagne, Ingeborg Bachmann, Hans Magnus Enzensberger, Günter Grass, Martin Walser, Uwe Johnson. Les interlocuteurs du monde anglo-saxon indiquent chacun à leur manière que la définition de l'écrivain et de l'intellectuel diffère grandement dans leur société. Pour deux raisons au moins. La première étant que leur rapport à la gauche n'est pas le même. Richard Seaver précise qu'en 1961, être de gauche pour la plupart des écrivains américains, nord-américains, consiste à soutenir Kennedy plutôt que Nixon. Et deuxième raison, sans doute liée à la première, que les questions ne se posent pas chez eux en termes internationaux. Mais les autres problèmes qui font que la revue finalement ne verra qu'à peine le jour sont d'une autre nature. Leur intérêt vient du fait qu'ils découlent directement des principes qui sont ceux du projet, à savoir la transnationalité, le rapport à la forme et la relation à la traduction. L'internationalisation de la revue d'abord. Elle n'a pas pour but de chercher une pensée commune à tous les participants engagés, mais la mise en commun des questions et des ressources, des problèmes littéraires, philosophiques, politiques et sociaux tels qu'ils se posent dans la détermination de chaque langue et dans chaque contexte national. Pour que, je continue, par un dépassement intérieur de nos pensées propres, on puisse dégager des possibilités nouvelles. Alors cela implique bien sûr une direction collégiale qui va se révéler en pratique irréalisable. Cela suppose aussi que matériellement la revue paraisse dans tous les pays en même temps, chez des éditeurs différents, identiques, mais sous 3 supports et dans 3 langues différentes, ce qui augmente entre autres les difficultés techniques. Enfin, cela contredit la nature même de l'objet revu dont la fabrique, habituellement la fabrique, le mode d'intervention et l'esprit de résistance sont essentiellement locaux. Et cela, même si les sujets dont elle traite dépassent cette localisation. Le deuxième principe est un rapport intense à la forme des textes. Tous les interlocuteurs insistent sur un point, il ne s'agit pas d'une revue culturelle ou d'enrichissement de la culture,
mais d'une revue littéraire, c'est le mot employé par les Français, ou critique, c'est le mot employé par les Allemands, c'est-à-dire tendue vers la recherche de la vérité et vers une exigence de justice pour laquelle l'affirmation littéraire, par son intérêt au centre, par son rapport unique au langage, est essentielle. Comme l'écrit de son côté Hans Magnus Enzensberger, l'idée n'est pas d'être une revue de littérature ou de politique. Je le cite, « Nous projetons au contraire une revue qui vivra de notre travail, quels que soient les thèmes sur lesquels nous écrirons. » Et du coup, la forme qu'ils retiennent est la forme du fragment, selon une proposition intitulée « Le cours des choses », qui offre une alternative à l'engagement sartrien, en se donnant comme règle l'indirect et la brièveté. Le troisième principe est celui de la traduction, sujet sur lequel les documents préparatoires proposent des réflexions extrêmement intéressantes. Le traducteur, écrit Blanchot, sera d'une certaine manière le véritable écrivain de la revue. Et il présente d'ailleurs, en prenant l'exemple de Hölderlin, la traduction comme une forme de l'activité littéraire. Et écrivant cette belle phrase, « Le traducteur est le maître secret de la différence des langues, non pas pour abolir cette différence, mais pour l'utiliser afin d'éveiller dans la sienne, par les changements qu'il lui apporte, la présence de ce qu'il y a de différence dans l'œuvre originale. » Et pourtant, c'est bien sur des problèmes de traduction au sens large, de transport et de compréhension que la revue va achoper et devenir l'espace de lutte interne. L'exil d'Enzensberger en Norvège, après la construction du mur de Berlin, le 13 août 1961, bouleverse l'équilibre et les Allemands marquent leur désaccord sur bien des points en menaçant régulièrement de se retirer. En mai 62, Blanchot contacte Barthes pour lui proposer de se joindre au projet et d'essayer de retisser les liens en usant de sa diplomatie. Et il participe à un meeting collectif à Zurich pour tenter de mettre fin à ces impasses. Mais leur énergie collective est insuffisante pour répondre aux objections et lever les oppositions idéologiques qui se font jour à chaque proposition. Quelques jours plus tard, Blanchot envoie une lettre à Uwe Jönsson qui témoigne de ses tensions et ses griefs. « Nous avons été dénoncés comme philosophiquement coupables d'abstraction, coupables d'ignorer le concret, de nous complaire dans l'héroïsme intellectuel sublime et de nous détourner du charnel. En vérité, j'ai été frappé de constater que le reproche qui nous a été adressé est exactement le reproche que, en France, les gens de droite adressent aux intellectuels de gauche, à savoir d'être des gens à principe, coupant les cheveux en quatre et seulement capables d'une recherche longue, pauvre, sans certitude de la vérité. En France, les gens de droite dénoncent unanimement la philosophie parce qu'ils ont peur de la contestation et du questionnement, qui est essentiellement pour nous la philosophie, et parce que sous prétexte de louer le concret, de louer l'empirisme sans principe, ils entendent s'en tenir au statu quo social, au confort sociologique. De leur côté, les Italiens, en particulier Vittorini, résistent aussi à des concepts qu'ils trouvent trop mystiques et qu'ils ne veulent pas traduire dans leur langue. Ils définissent ainsi des exclusions. Ils s'en prennent à l'ontologisme des Français. En tournée en Italie en février 1963, Barthes retrouve les interlocuteurs italiens qui lui font part de leur gêne. On a un peu bavardé avec Barthes de la situation italienne. On lui a dit, Leonetti et moi, comment par exemple certaines notions, la notion du silence, la notion de l'absence, qui ont chez vous un certain sens, en ont chez nous un autre très différent et désagréable, à cause du fait qu'elles ont été introduites et développées en Italie par une école de mystiques chrétiens, les Ermetici, poètes et essayistes entre 1935 et 1945. Bref, on le voit, il n'y a pas d'accord sur le langage, aucune définition de l'exigence littéraire ne les réunit. Donc les différents groupes, les comités nationaux ont du mal à trouver un accord sur des auteurs qui les rassembleraient. Même le titre ne trouve pas d'accord général, il s'appelle tantôt Work in Progress, ou L'autre revue, ou Jéricho, puis Gulliver, etc. Donc il y a manifestement un problème de traduction, et la dimension internationale a de la difficulté à émerger autrement que dans le conflit. Alors il faut dire aussi que les milieux littéraires diffèrent beaucoup, les champs, on pourrait dire, diffèrent. Dans les pays peu centralisés, les écrivains vivent, comme en Italie ou en Allemagne, les écrivains vivent parfois dans des villes très éloignées.
et ne forment pas société entre eux. Alors qu'on le sait, en France, en particulier à Paris, il y a une centralisation très forte des collectifs d'écrivains. Donc de toute cette aventure, il ne reste que ce seul volume que j'ai déjà montré, publié chez Einaudi, dirigé par Vittorini et Calvino, avec des contributions de tout le groupe que j'ai cité tout à l'heure, aussi bien Calvino que Bachmann, Walser, Vittorini, etc. Le projet de sortir de la solitude intellectuelle ressentie par chacun dans son propre pays n'a débouché sur rien de vraiment tangible. La division a tenu à la fois à la fixation de certains problèmes locaux ou certains problèmes nationaux, notamment la division de l'Allemagne, et à la difficulté de constituer un vocabulaire commun. Il faut réapprendre à réfléchir sur ses propres mots, dit Ingeborg Bachmann, qui s'engage dans le projet précisément pour travailler la différence au contact des autres langues. Les différents groupes auraient peut-être pu finir par réussir à se traduire si ces différences, justement, avaient été écoutées et n'étaient pas si rapidement devenues des malentendus. Alors, il me semble qu'avec cet exemple, il soit possible de réfléchir aux enjeux des luttes auxquelles s'affrontent les revues naissantes, comme les revues établies parfois. La dimension transnationale et translinguistique du projet, dont je viens de résumer le parcours, en rend certaines évidemment hyperboliques. Mais toutes sont pareillement confrontées à des problèmes liés à l'essentielle fragilité de l'objet et à la difficile constitution d'une communauté précaire. Alors je vais laisser de côté la question des difficultés économiques, des fragilités économiques des revues, qui est une question intéressante, réelle, qu'il faudrait étayer par des données chiffrées, mais qui, si j'en crois mon expérience, ne fait que rarement l'objet de luttes internes. Il y a des luttes, mais ce ne sont pas des luttes internes. Et donc je préfère me centrer, pour finir, sur une fragilité formelle qui tient à la constitution précisément d'un objet en mouvement. Contrairement au livre qui sort de l'ici et maintenant, qui s'adresse à une part non directement située ou non directement, temporellement ou spatialement située d'un lecteur, la revue s'adresse au lecteur, c'est sa principale différence, je dirais, avec le livre, elle s'adresse au lecteur dans un moment précis, et dans un moment précis qui est inachevé, qui doit se poursuivre, au prochain numéro, c'est-à-dire à un autre moment du temps. Cette relation, donc nécessairement située, nécessairement fragmentaire, puisque ça doit se poursuivre, est dès lors évidemment fragile, liée à un moment particulier de l'histoire et du rapport à la politique. Alors bien sûr, il y a des revues qui s'institutionnalisent, qui deviennent des institutions. Donc on peut citer par exemple en France la Revue des Deux Mondes, la Nouvelle Revue Française, Les Temps Modernes, Esprit, la Revue des Deux Mondes qui en 2 siècles n'a même pas changé son nom. On pourrait en citer bien d'autres encore partout dans le monde. Alors, qu'est-ce que j'appelle une revue institution? C'est précisément une revue qui est capable d'intégrer des évolutions de l'espace public, surtout parce qu'elles sont avant tout devenues des revues de culture ou d'art, mais qui ne portent plus les caractéristiques de ponctualité critique définissant les revues qui nous intéressent, me semble-t-il, les revues comme espace de la lutte. Donc c'est pour ça que je pense qu'on doit distinguer entre ce que j'appellerais les revues institutions, qui ont trouvé un cadre, qui sont devenus d'ailleurs un cadre, et puis les revues collectifs, qui sont souvent éphémères, ponctuelles, comme je le disais à l'instant, transitoires et destinées à disparaître. Alors ce qui définirait la revue collective, c'est la formation, je le disais aussi, d'une communauté précaire autour d'une pensée, ce que fait en partie disparaître la revue institution. Si la liaison profonde de la revue collective avec l'engagement politique, en particulier très souvent la nécessité ressentie de définir ou de redéfinir son rapport à la gauche, mais si cette communauté est précaire, c'est qu'elle n'admet pas de hiérarchie, qu'elle incarne l'utopie provisoire d'un communisme de pensée, comme l'appelait Dionys Mascolo. Alors il peut bien sûr y avoir, et il faut qu'il y en ait, des personnalités motrices, des sortes de leaders, mais leur rôle est de favoriser la fabrique, la dynamique de la revue, pas de diriger la ligne ou de guider la pensée. La communauté ne se fonde dans ce cadre que dans l'amitié, non dans la hiérarchie. Alors parfois,
comme ce fut le cas avec l'aventure de la Revue internationale, les leaders se révèlent défaillants. Vittorini parce qu'il est malade à ce moment-là, et Blanchot parce que toujours marqué par la négativité. Barthes en parle avec beaucoup d'émotion dans un entretien passionnant sur les revues qu'il donne en 1979 à Maria Teresa Padova. Ça m'intéressait beaucoup de voir quelqu'un comme Blanchot dramatiquement affronté à ces problèmes-là. Il y a eu beaucoup de réunions préparatoires, elles étaient toutes frappées, c'était d'ailleurs très beau et un peu terrible, par une sorte de destin, de fatum négatif qui venait de Blanchot. C'est-à-dire qu'au fond, je dirais à un second degré, la fatalité, la nécessité de l'entreprise était de ne pas aboutir. Le souci de l'espace public est ainsi inséparable chez Blanchot d'une inquiétude du langage et d'une hantise de la fixité qui rend finalement l'engagement, ou l'alternative à l'engagement sartrien, impossible. Une autre raison de la précarité de cette communauté, de toute communauté revuiste, vient de la difficulté à écrire en commun, à écrire collectivement. Si elle touche d'autant plus un espace marqué par la délocalisation du collectif, elle constitue une menace, me semble-t-il, pour toutes les revues. En effet, alors que les commencements se font généralement dans l'accord enthousiaste et militant sur des principes, voire sur des manifestes, en tout cas sur des textes communs, des éditoriaux non signés ou signés par l'ensemble de la rédaction, la poursuite de l'aventure voit naître des désaccords ou des dissensus, ou de l'indifférence parfois, ou le retrait, qui constituent aussi des menaces pour le collectif. Si l'on est justifié à définir la revue comme une unité plurielle, on sait bien que la pluralité ne se rassemble pas toujours dans l'un. Au fond, je serais tentée, et je terminerai sur ce point, de poser la division comme l'un des critères définitoires de la revue. Non pas seulement parce qu'elle constituerait un danger pour le collectif, ou qu'elle désignerait une part précaire de la communauté, mais parce que le propre des revuistes est de se diviser. Choisir de s'impliquer dans une revue témoigne souvent d'une volonté de sortir de la solitude artistique, on l'a déjà vu, solitude artistique ou solitude studieuse, de sortir de soi, de sortir de l'aventure singulière d'une œuvre et d'une pensée pour s'associer à d'autres dans un même souci du monde. S'impliquer dans une revue témoigne donc d'une capacité à partager son activité en plusieurs pôles de la pratique, condition de toute posture intellectuelle, et qui ne va pas sans souffrance parfois. Cette façon de se diviser est peut-être une manière de répondre à la division du monde, comme peut l'être aussi le recours à des formes brèves, douces, aux fragments, qui pluralisent et suspendent le sens des choses. On comprend dès lors l'énergie que des écrivains ou des artistes déploient dans des revues collectives, qui ne prétendent pas à des postures détachées des fonctions de la littérature ou de l'art. Lutter avec les moyens de la littérature et de la pensée, mettre au jour la façon dont les discours s'abusent et nous trompent, est encore une tâche qu'il est possible de mener, même dans notre société régie par des intérêts économiques mondialisés et qui laisse une faible place à l'action politique. Participer à l'aventure d'une ou de plusieurs revues, c'est donc faire l'expérience de petites communautés politiques, sans pouvoir réel, mais convaincues des effets de décalage et des puissances étrangères de la pensée et de la création. Voilà, je vous remercie, j'ai terminé.